Dans cette rencontre qu'on souhaite conviviale pour un échange, donc un débat autour du mouvement 20 février. Donc, je commence par une présentation du mouvement. Donc, lorsque je regarde à ça, on est plus ou moins initié du mouvement. Donc, est-ce que c'est encore souhaitable? Donc, le mouvement 20 février, c'est un mouvement jeune qui a été initié au Maroc et qui était un rendez-vous pris avec la dignité et la liberté, et qui prend naissance dans le contexte que vous connaissez du printemps arabe, donc suite aux révolutions, exactement, suite aux révolutions qui ont eu lieu en Tunisie et en Égypte. Donc c'est, comme je disais, c'est un mouvement de jeunes qui a été lancé via Facebook pour un appel à une contestation depuis le 20 février. Donc, comme je disais, c'est une contestation, c'est un mouvement qui a une base de contestation qui est profondément politique, qui se cristallise dans une demande d'une nouvelle ère démocratique au Maroc, donc en contradiction avec l'exception entre guillemets qu'essaie de véhiculer le message de l'État marocain. Donc à travers ça, le mouvement demande une nouvelle constitution qui soit l'émanation de la volonté du peuple, la dissolution du Parlement du Parlement et du gouvernement. Et les deux chambres du Parlement, et merci. Donc sans plus tarder, donc je passe la parole à Amina à Fatima qui va présenter en fait la constitution marocaine et ses travers. Politique actuelle au Maroc, dans ce contexte en fait qu'on parle d'une réforme constitutionnelle. Alors le discours de Mohamed VI du 9 mars 2011 a annoncé une réforme de la Constitution. Alors reste la question, pourquoi une réforme constitutionnelle actuellement, cette année, en 2011? Alors il faut dire qu'il y a eu le mouvement du 20 février dans un contexte international marqué par le départ de Ben Ali de la Tunisie, du départ donc, du pouvoir de Moubarak de l'Égypte. Il y a eu donc cette persistance donc, des manifestations au Maroc qui revendiquent d'en finir avec le despotisme, d'en finir avec la corruption. Les manifestants exigent la liberté des prisonniers politiques, ils exigent la liberté tout court, la démocratie, la justice sociale, les droits économiques et culturels. Une telle exigence, avec un large soutien populaire, ne pouvait bien entendu pas être ignorée. Dans le projet de la réforme de la Constitution, donc le projet de la réforme donc, apparaît comme une tentative de calmer les esprits, d'autant qu'il y a eu le 14 avril une annonce de la libération de 190 prisonniers politiques. Il y a eu aussi l'annonce d'augmenter les salaires et les pensions des fonctionnaires. Et bien entendu, il y a eu aussi l'annonce de la création d'un Conseil national des droits de l'homme. Alors le pouvoir marocain, nous pensons, voudrait que tout rentre dans l'ordre, mais reste la question, est-ce qu'il veut bouleverser donc, les fondements qui font son pouvoir? Alors pour comprendre ce que la revendication d'une nouvelle constitution démocratique émanant du peuple, que certaines organisations ont demandé et que le mouvement du 20 février donc, a porté depuis le début, il faudra faire un petit rappel des articles de la Constitution marocaine actuelle. Elle date de 1996, c'est la 5e Constitution au Maroc. Il y a eu d'autres référendums pour changer des textes aussi. Alors le premier article de la Constitution marocaine dit « Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale ». L'article 2 précise que la souveraineté appartient à la nation, qu'il exerce directement par voie de référendum ou bien indirectement par l'intermédiaire des institutions. Le pouvoir législatif, bien entendu, il émane des représentants, plus particulièrement de la Chambre des représentants, qui est élue au suffrage universel direct. Il y a aussi la Chambre des conseillers qui est élue
indirectement. Les articles 37 et 38 de la Constitution expliquent comment ce pouvoir législatif va se mettre en place. Il y a un Premier ministre qui est désigné parmi le parti qui a obtenu la majorité aux élections, bien entendu. Donc tout ça, on fait une constitution assez classique. D'autant plus que dans le préambule à la Constitution, il y a bien noté que le Royaume du Maroc s'inscrit dans les organismes internationaux, qu'il souscrit aux principes et droits et obligations découlant des chartes des 10 organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Mais ce qui va faire sa spécificité, ce sont les articles du titre 2 qui se rapportent donc à la monarchie au Maroc, et plus particulièrement l'article 19. Alors l'article 19, qu'est-ce qu'il dit? Alors je vous cite: le roi, Amir al-Mu'minin, représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du Maroc dans ses frontières authentiques. Alors parmi tous les articles, je vais parler que de celui-là parce qu'il est spécifique. Alors il est spécifique par son histoire. La petite histoire veut qu'il a été mis dans la Constitution de 62 parce que le mouvement national et la partie la plus conservatrice de ce mouvement national voulait rendre hommage au roi comme un symbole à titre honorifique. C'est pour ça qu'ils l'ont proposé. Mais cet article va être très rapidement utilisé justement en 62 pour contrecarrer la proposition de la gauche du mouvement national avec l'Union nationale des forces populaires et avec sa tête Mehdi Boulbarka qui voulait justement une assemblée constituante pour écrire la constitution de 62. Alors l'instrumentalisation de cet article et du titre symbolique de commandeur des croyants. Alors j'ai oublié d'expliquer aux amis qui parlent pas arabe que commandeur des croyants, ça veut dire, Amir al-Mu'minin, ça veut dire commandeur des croyants. Alors donc ce titre va être utilisé dès les années 70 pour lutter contre la contestation des groupes marxistes qui ont commencé à émerger dans la société marocaine. Et son utilisé ne sera jamais démenti au fait. Il sera au fait l'appui pour un retour de plus en plus soutenu vers des pratiques traditionnelles qui vont aller du protocolaire, par exemple le besna, la bay'a. La bay'a, c'est l'acte d'allégeance au roi. Et il va aussi dépasser ce stade protocolaire pour avoir un rôle un petit peu plus important. Le roi est le président des conseils des ulamas. Les ulamas, c'est les théologiens qui expliquent la loi islamique, la loi coranique. Et donc au fur et à mesure que le temps passe, et en fonction des besoins, cette commanderie des croyants va fournir un matelas confortable. Elle sera agrémentée dès les années 70 par un rôle de législateur, puisque le roi est le président de la Cour suprême de la magistrature. Et je vais vous lire un petit passage qui est assez révélateur. En 2004, quand il y a eu le vote du Code de la famille, le préambule de la loi de 5 février 2004 sur le Code de la famille, on peut y lire: les représentants de la nation au Parlement apprécient hautement l'initiative démocratique royale de soumettre le projet du Code de la famille à l'examen des deux chambres. Donc on a un Parlement qui, au lieu de dicter les lois et de les voter, se retrouve en train d'étudier une proposition. Alors l'article 19 constitue un pouvoir que le chercheur et journaliste marocain Abdullah Tourabi désigne comme, je cite, ayant transformé le gouvernement en simple organe d'exécution et le Parlement en chambre d'enregistrement vidée de pouvoir politique. Alors cet article sera souvent qualifié d'être un pouvoir constitutionnel au-dessus de la Constitution. Alors, le discours du 9 mars qui a abordé cette réforme constitutionnelle a parlé de plusieurs
de plusieurs domaines qu'il faut réformer, mais il a bien tenu à rappeler donc ce rôle de commandeur des croyants pour appuyer sa légitimité justement proposer donc une réforme. Alors je cite donc un petit paragraphe du discours du 9 mars. La sacralité de nos constances qui font l'objet d'une unanimité nationale, à savoir l'islam en tant que religion de l'État, garant de la liberté du culte, ainsi que la commanderie des croyants, le régime monarchique, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et le choix démocratique nous apportent un gage, un socle solide pour bâtir un compromis historique ayant la force d'un nouveau pacte entre le trône et le peuple. À partir de ces prémices référentielles immuables, nous avons décidé d'entreprendre une réforme constitutionnelle globale sur la base de 7 fondements majeurs. Et là, j'arrête la citation. Alors, que faut-il attendre de ce discours? Alors, ce discours a soulevé des objections de la part des acteurs politiques et associatifs de la société civile marocaine et des commentaires de la part des observateurs et de la presse. Les observateurs ont noté qu'il renforce la partie de la Constitution qui ne pose pas problème justement. Plusieurs associations de défense des droits humains, le mouvement du 20 février ainsi que de nombreux partis et organisations ont décliné l'invitation à participer à la commission consultative pour la réforme constitutionnelle sur cette base-là, en disant qu'elle a été donc désignée et non pas élue. Et en fait, la société civile considère que la méthodologie qui va être employée pour la nouvelle réforme, c'est exactement celle du passé. Alors, que demandent donc les gens? Que demande la rue marocaine? Que demande le mouvement du 20 février? Les gens voudraient qu'il y ait une constitution qui ne peut émaner que d'un pouvoir, qui ne peut pas émaner d'un pouvoir mais seulement du peuple. Ils veulent créer les conditions démocratiques pour que l'expression du peuple marocain se fasse aussi bien lors de l'élaboration des réformes, aussi bien que lors du référendum. Et au Maroc, il y a beaucoup de réserves qui sont émises sur la transparence des élections, si référendum il y a. Au fait, au Maroc, il faut savoir que le découpage électoral, le contrôle des listes, la mainmise du ministère de l'Intérieur, le clientélisme, sont vraiment des vrais obstacles pour des élections libres au Maroc. De plus, en l'absence de démocratie depuis plusieurs décennies, rend les Marocains méfiants, surtout les jeunes, les femmes et les populations rurales. Donc on a quand même beaucoup de doutes sur la transparence d'élections s'il y en avait. Alors ainsi donc je pense que tout laisse à croire que les réformes qu'on nous propose ne nous proposent pas un grand bouleversement, mais uniquement un toilettage, une tentative de reprise en main en ce printemps 2011. Il appartient aux forces vives du peuple marocain de faire en sorte que ça change. Et pour cela, le mouvement du 20 février, avec tous les slogans qu'il réitère dans toutes les manifestations pour la démocratie, pour une constitution émanant du peuple, donc je pense qu'il constitue un très grand espoir pour tous. Merci. Avec Awatef, on va parler d'un autre côté qui représente en fait le pouvoir au Maroc, c'est ce qu'on appelle la prédation économique, c'est la concentration du pouvoir entre les mains des politiciens. Dans le sens où je vous laisse un petit peu de lecture et je vais essayer de mettre en lumière comment le makhzen économique, en quelque sorte, entrave et la création de richesse et la redistribution équitable de la richesse. Donc, là, je vais commencer par dire que le mouvement du 20 février revendique, en ce qui concerne le volet économique, la séparation entre la politique, la sphère politique et la sphère économique. C'est-à-dire, je vous laisse lire, ceux qui font la politique ne détiennent pas de pouvoir économique et ceux qui, la sphère économique ne dépend pas d'un pouvoir informel, politique, mais uniquement de la loi de la concurrence et les différentes lois qu'on met en place. Et la troisième chose, c'est que c'est le gouvernement qui conçoit
et met en œuvre et rend compte des politiques économiques. Donc, comme je vous ai dit en introduction, le système actuel est responsable d'une part de la faible croissance économique au Maroc et d'autre part des fortes inégalités. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un système qui... petit élément explicatif, petit schéma explicatif, pourquoi je vais parler de ces deux éléments, créer de la richesse et redistribuer de la richesse. D'abord parce que lorsqu'on crée de la richesse, on crée des emplois, et on améliore les conditions de vie des travailleurs, c'est qu'ils peuvent avoir accès aux soins, à la consommation, etc. Et on augmente les revenus des gens qui vont créer de la richesse, c'est-à-dire qui vont entreprendre, que ce soit en termes de profit, mais aussi en termes de réinvestissement. Donc on entame un cercle vertueux. La redistribution de la richesse est le deuxième volet, c'est que lorsqu'on redistribue la richesse, on va augmenter les revenus par habitant et on va améliorer l'investissement, on va augmenter l'investissement public. Ce qui veut dire qu'il y a une amélioration des conditions de vie, une amélioration des services publics. Donc on rentre encore dans un cercle vertueux. Donc pourquoi le système marocain en raison économique entrave la création de la richesse? Très vite, en fait, le système politique marocain, on peut dire que c'est une sorte de coalition, une coalition autoritaire au sommet de cette pyramide qui est puissante parce qu'elle a un pouvoir politique arbitraire, mais parce que aussi elle a un pouvoir économique qui n'est pas légitime, mais qui est réel. En dessous de cette première classe, on va dire, il y a la classe économique, ensuite il y a la classe moyenne, et ensuite il y a la classe pauvre. On peut dire c'est les travailleurs pauvres. Donc en fait, mais pour se maintenir, cette coalition autoritaire au sommet de la pyramide, au sommet du pouvoir, a besoin quand même de deux choses, de la stabilité et de la performance économique. Et donc, elle va faire en sorte qu'il y ait des performances économiques du système marocain, de l'économie marocaine. Mais elles ne seront pas suffisantes. C'est-à-dire qu'en 2010, l'objectif d'avoir des performances économiques, c'est pour maintenir la coalition en place. Donc, si on regarde les statistiques, on voit que la croissance au Maroc en 2010 est de 4%, inférieure à la moyenne mondiale qui est de 5% et inférieure à la croissance des pays émergents. L'économie marocaine crée 100 000 emplois, c'est-à-dire la moitié moins que ce qu'il faut créer pour maintenir le taux de chômage à son niveau actuel. On passe d'un déficit commercial en 2002 de 1 milliard de dollars à 10 milliards de dollars en 2010. C'est complètement vertigineux. Et le taux de couverture n'a jamais été aussi bas. Le taux de couverture des exportations des importations par les exportations est de 50%. Donc, les performances existent, mais elles ne sont pas suffisantes, ni pour créer de l'emploi, ni pour créer de la richesse, ni pour la redistribuer. Elles sont là uniquement pour maintenir le système et le reproduire. Et donc, en fait, comment ça se passe? Donc, en haut, il y a le pouvoir. Mais là, pour la classe économique, vous avez la carotte et vous avez le bâton. C'est-à-dire que c'est un système clientéliste, exclusif. Il y a du monopole, il y a des autorisations. En fait, la classe économique a la possibilité de gagner beaucoup d'argent, mais il faut qu'elle reste avec la coalition. Il faut qu'elle reste cliente de la coalition. Sinon, elle a le bâton, elle a le contrôle fiscal, elle a l'inspection de travail, etc. On ne peut pas lui renouveler certaines autorisations, etc. Vous avez la classe moyenne, on va distraire les masses. Et donc, la classe moyenne est dans un système de consommation, de confort, etc. Il y a loisirs, etc. Culture, etc. Culture bas de gamme. Et puis, pour les pauvres, le mode survie. Donc, le mode survie, dans ce système, on va maintenir le système clientéliste. On va pas encourager l'amélioration des capacités technologiques des entreprises marocaines, on va encourager la vente, et pour le mode survie, on va subventionner des produits de première nécessité.
Et le système se maintient et reste et se reproduit. Donc ça c'est le premier volet. Il n'y a pas assez de création de la richesse pour augmenter le niveau de vie des gens, pour améliorer le niveau de vie des gens. Alors pourquoi redistribution inéquitable de richesse? Comment? Sur ce graphique, vous avez la part des revenus détenus par les sous-groupes au Maroc. C'est-à-dire les 20% les plus riches détiennent à peu près 47 ou 48%. Et ça depuis 1985, donc ça n'a pas bougé. Pareil, les 20% les moins pauvres, les plus pauvres, eh ben, ils ont 6% et ça n'a pas bougé. Et les autres, les pourcentages ils sont quasi figés depuis 25 ans, enfin un peu plus, depuis quasiment 30 ans. Donc, lorsqu'on dit pas une redistribution équitable des richesses, ça veut dire que le service public que l'État va rendre, parce que l'État a besoin de distribuer quelque chose. Donc le résultat, c'est que les services publics vont être de mauvaise qualité, ou les services sociaux ne vont pas être suffisants. Et ça veut dire que malgré tout, on a 56% de taux d'alphabétisation derrière la Mauritanie, le Nigeria, le Yémen, l'Égypte, le Soudan, l'Algérie, Tunisie, etc., etc. Un autre critère, un autre indicateur de cette iniquité, de cette redistribution inégalitaire, c'est le lit d'hôpital pour 1000 personnes. En 1961, c'était un hôpital ici et demi. Maintenant, il est passé un lit d'hôpital pour 1000 habitants. Donc en fait, c'est pire. On a augmenté de population, mais on n'a pas amélioré le système de santé. Par rapport à la santé, justement, vous avez des dépenses de santé en pourcentage du revenu du Maroc qui est autour de 6% depuis longtemps, mais les dépenses privées sont 2 fois plus que les dépenses publiques pour la santé. Donc c'est-à-dire que le Marocain c'est lui qui va payer les dépenses pour sa santé. Et ça, tout le monde le sait, lorsque vous allez dans un hôpital public, on est obligé de tout acheter, de la bétadine aux matériaux de chirurgie. Pour revenir en fait sur l'éducation, les dépenses publiques pour l'éducation, soit elles sont stables, soit elles baissent, ce qui est quand même paradoxal parce que la population augmente, on est dans un pays où il y a beaucoup de jeunes, mais ce qu'on va dépenser pour l'éducation publique va baisser, et notamment dans le supérieur, qui est en jaune. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs, mais... Et donc, la redistribution inégale de la richesse veut dire de l'inégalité des chances. Donc, on n'a pas la même... Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on n'a pas les mêmes chances. Et donc, là, pour terminer, le taux de chômage par diplôme, c'est-à-dire moins on a de diplômes, mieux on travaille au Maroc. Si vous êtes diplômé supérieur, ça ne sert à rien, je n'aurai pas de boulot. Donc c'est un peu... il y a une société où il y a beaucoup de jeunes qu'on va former, mais ça dépasse... Les gens qui sont dans le supérieur, qui sont formés, qui arrivent au cycle supérieur au Maroc, ne dépassent pas 10% de la population active. Et dans ces 10%, c'est le maximum de chômage, c'est le taux de chômage le plus élevé. Et c'est pour cette raison-là que dans le mouvement du 20 février, on considère qu'il y a trop de mélange des genres, que le politique est trop mélangé avec l'économique et que c'est pas tenable et ça ne peut pas faire que les performances économiques s'améliorent et que le niveau de vie des gens s'améliore, et donc la dignité n'est pas faisable dans ce genre de système. Voilà, merci. Merci beaucoup, Arabelle. Après, on va passer la parole à Rachid qui veut nous dire que le printemps n'est pas qu'à parler de la diversité culturelle. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le public d'être venu. En
fait, l'objectif de ce métier, que je le rappelle encore une fois, c'est de vulgariser en fait les termes, l'esprit et la lettre du moment qui est en cours maintenant au Maroc, et dont l'objectif c'est de redéfinir le contrat social qui nous lie, nous les Marocains. Donc vu le temps qui m'est imparti, donc j'ai intérêt à commencer directement ma communication. Donc ma communication, l'objectif de ma communication est l'hégémonie culturelle et la pensée unique au Maroc. Je vais essayer de comprendre en fait comment se construit le contenu culturel au Maroc et nourrir une réflexion là-dessus. C'est un vaste sujet, je le reconnais, qui ne va pas être épuisé lors de notre débat, mais ma communication aura le mérite de transposer le sujet dans notre débat, qui est le nôtre, enfin dans le débat qui est le nôtre. J'aurai 2 points notamment à développer, à savoir la domination culturelle de l'institution de Merzenne et son application à la mazirité. Tout d'abord, j'entends par l'hégémonie culturelle, c'est un concept qui décrit la domination culturelle d'un groupe renforcée par des pratiques quotidiennes et les croyances collectives qui jouent un rôle dans ce sens. La perspective que j'ai choisie pour ma communication est celle de l'institution de Merzenne et la domination de sa culture qui reste plus forte comme par le passé. Tout d'abord, j'entends par Merzenne le pouvoir royal et les affaires qui sont traditionnellement gérées par le roi et son entourage, aussi bien que l'ensemble des institutions, des administrations régaliennes et les représentants locaux de l'État marocain. Je précise, ce n'est pas une définition, c'est une caractérisation. Donc, c'est une notion certes insaisissable, mais on peut la caractériser. C'est aussi une mentalité, un état d'esprit qui inspire la justice, la crainte, la répression, la réduction de toute concurrence qui en viendrait à établir un rapport de force d'égal à égal. C'est un ensemble de pratiques qui engendrent la crainte, la peur, la dissimulation, le manque de clarté, l'arbitraire, la corruption, etc., etc. Le Merzenne est intimidant, craint, respecté en même temps. Il constitue un état parallèle, il connaît le rapport de force local, il enfouit en son sein les nobles, les influents, les riches et recourt à la religion pour en tirer sa légitimité, sa force, c'est-à-dire sa mobilité, sa capacité d'adaptation et sa régénération. C'est un pouvoir en surplomb, dominateur, sacralisé et protecteur. Le Merzenne, comme son nom l'indique, détient les ressources matérielles dont il a le pouvoir de distribuer, dont il a le pouvoir de l'allocation. Demeure un pourvoyeur de bienfaits, des postes et des fonctions, et choisit les hommes et les femmes qui seront administrer ses directives politiques. Il est en quelque sorte un réservoir de pouvoir. Parmi ces pouvoirs-là, il y en a un qui s'exerce en matière de la culture, nécessaire pour la survie du système et la sauvegarde de ses intérêts. Dans cette perspective, on ne peut pas penser la culture hors de ses enjeux politiques, ni abstraire la culture des rapports de pouvoir. L'industrie culturelle, les médias de masse, les industries de l'imaginaire sont un vecteur des plus puissants dans la représentation culturelle et politique. La culture est un levier de pouvoir et elle est à l'origine d'un bouleversement anthropologique. La culture de masse dans une société de masse comme le Maroc devient de plus en plus un loisir et un divertissement au sens propre du terme. Le mot divertir, ça veut dire détourner. L'art se consomme et devient une marchandise. Au Maroc officiel, l'art ne s'opère pas par le goût pour l'art, par une appréciation de sa juste valeur, mais pour tromper l'ennui, rompre la monotonie comme certains officiels, et tromper l'homme surtout. La scène culturelle est soumise à des logiques politiciennes et marchandes. Ce qu'on a à la télé, ce n'est pas de l'art institutionnel, ce n'est que de l'art institutionnel, presque officiel, et l'art hérétique, contestataire, anticonformiste se développe en parallèle et sur d'autres tribunes. Loin des schémas empruntés par des artistes conformistes, la culture est un instrument de domination sociale et elle contribue à renforcer les attitudes et les valeurs produites par les forces dominantes, le consentement en faveur des classes dirigeantes, et elle s'attache à neutraliser tout anticonformisme qui en viendrait à renverser la donne. Le Merzenne, dans ce sens, table sur une représentation à caractère fétichisé et stéréotypé du réel. On voit cela avec l'industrie des festivals ou la festivalisation de la culture. L'enjeu pour l'État marocain reste celui de se forger une image positive et moderne, consolider son prestige à l'international et drainer le maximum de touristes. Et pour cela, l'État met le paquet et met les petits plats dans les grands. Officiellement, les valeurs que ces festivals véhiculent sont ceux de l'ouverture, du partage, de la démocratie, c'est un terme que j'ai entendu par un officiel, dire par un officiel. Des passerelles avec le monde, mais pour ainsi dire, dans les coulisses, cela remplit une fonction d'instrument en main du pouvoir et ne représente pas la culture marocaine. L'exemple de Mawazi. Donc je ne vais pas rentrer à l'intérieur du sujet, mais j'en donne un exemple.
L'école n'est pas en reste. Concernant ce large processus de consolidation de la pensée conformiste, la pensée pédagogique n'est pas là pour remettre en cause les valeurs véhiculées par le système en place. Il les consolide même. Car instruire le peuple, le lettrer, le civiliser, serait contre les intérêts même du Marsan. Le système éducatif subit un échec patent, car médiocre, faible et stérile. Au lieu de donner le goût et le plaisir d'apprendre, elle produit au contraire une jeunesse indolente et prône des méthodes traditionnelles qui, sur le plan cognitif et socioculturel, ne répondent pas aux besoins des élèves dans un monde qui est le nôtre. Ce modèle d'école se caractérise par un manque de sens de créativité à cause de gros effectifs, de manque d'enseignants, abandon scolaire, état des locaux, carte scolaire, problèmes de communication, une éducation qui ne prend pas en considération le vécu et la réalité de l'élève marocain. Tout au contraire de ce qui est indiqué dans la Charte nationale de formation et d'éducation et de formation de 1999. La puissance hégémonique est aussi à l'origine d'un déséquilibre flagrant au niveau linguistique, identitaire au Maroc, où le Marsan peine à admettre la diversité culturelle, une diversité qu'il assimile à la division, au séparatisme, à l'autonomie et à la balkanisation. C'est le terme de certains partis politiques qui s'érigent aujourd'hui contre l'éventuelle officialisation de la langue amazienne. Le Marsan aime le conformisme et la pensée unique. Il n'aime pas que l'on bouscule le choix de société qu'elle préfère imposer, considérée comme légitime et seule voie possible pour servir l'intérêt général. Cette pensée unique, celle d'un modèle jacobin à la française, d'un panarabisme agressif et la politique d'arabisation. Je rappelle le manifeste de l'arabisation du Maroc daté du 23 mai 1970. Dans cette configuration, Tamazight n'a pas de droit de cité ni de place. Donc le raisonnement du Marsan est le suivant: amazirité égale démocratie égale état de droit et des égalités. Je l'ai bien dit antérieurement, il y a deux systèmes de gouvernance, deux concepts d'autorité, Tamkhaznit et la démocratie, ou appelez-le comme vous voulez, en tout cas un système pluraliste, qui sont à l'opposé l'un et l'autre. Qui sont à l'opposé l'un de l'autre et s'excluent mutuellement. La consécration de Tamazight n'avance pas car il y a des résistances et des considérations purement idéologiques, archaïques au sein de l'État, donc du Marsan. Pour aller vite, je m'en tiendrai à 4 stades majeurs qui sont droites et où la double ségrégation envers l'identité amazigh au Maroc est flagrante et caractérisée. Malgré le fait qu'elle soit la première langue et la matrice de l'identité nationale, elle a depuis longtemps subi la logique dominante, celle du mépris et la marginalisation du pouvoir. En parfaite collusion, je le dis bien, avec les médias, les partis politiques et l'appareil idéologique au sens large du terme. L'État marocain ne la reconnaît pas, par conséquent n'investit pas assez dans le but de sa promotion. En la généralisant au sein du système éducatif et il est largement absent de toutes les facettes de la vie publique. Il est entendu que la langue maternelle est une clé pour que l'enfant s'épanouisse dans la vie, construise solidement sa personnalité et se doter de confiance en soi. Le Marsan sait bien cela et sa stratégie reste celle de l'aliénation, de l'acculturation, de l'abrutissement. La langue est un élément fondamental de transmission de la culture et de l'expérience et un trait vivant d'une civilisation que le Marsan tente vainement d'éteindre et de se mettre, y compris l'esprit rebelle et farouchement frondeur et anticonformiste qu'on connaît chez les Berbères. Tamazight est une langue qui a tous ses attributs, son alphabet, sa grammaire et sa littérature, le Maroc officiel et son appareil idéologique qui a fait la pluie et le beau temps, est condamné à agir dans le sens de la reconnaissance ainsi que d'honorer la conscience nationale par la formaliser. Sinon, c'est la négation de toute l'histoire de la terre qui nous habille, moi et vous tous. Mais je ne pense pas que cela adviendra car l'histoire finit toujours par rejaillir et nous rattraper. La discrimination cette fois-ci concerne le deuxième stade majeur, c'est le stade juridique, à savoir les prénoms amaziens. La discrimination cette fois-ci concerne une catégorie sociale dès son arrivée à la vie, à savoir celle des nouveau-nés, qui subissent l'une des discriminations les plus graves, celle d'avoir un prénom et dans la langue de leurs parents. Encore une fois, pour montrer ce type de discrimination caractérisée, donc même un enfant peut se retrouver aussi une victime. Tout parent a le droit naturel, selon les conventions internationales, de donner le prénom qu'il désire pour son enfant. Au Maroc, la démocratie dans ce pays fait qu'on n'a pas ce droit, car l'officier de l'état civil est là pour choisir le prénom, l'authentique, car il est marocain. Et ce qui veut dire dans l'esprit de cet officier que le prénom Tamazight n'est pas marocain et entretient un rapport d'extériorité par rapport au Maroc. Ce stratagème s'est illustré à plusieurs reprises dans toutes les villes du pays. Et figurez-vous, même en France, ce cas de figure se pose avec acuité. Les services consulaires marocains travaillent en parfaite harmonie avec les services hospitaliers.
Ces derniers exigent des parents d'aller se référer à la fameuse liste limitative des prénoms à autoriser établie par le Basri et qui circule dans les consulaires au Maroc et à l'étranger. En avril 2010, il y a eu un progrès. Il y avait un circulaire du ministère de l'Intérieur dont la position est de dire que les prénoms amazigh remplissent l'exigence légale du caractère marocain. Encore faut-il expliquer ce que c'est que marocain. Et comme toujours, il y a toujours un mais. Dans la dite circulaire, le ministre demande à ses officiers de guider, convaincre, dialoguer et faire preuve de souplesse envers les citoyens. Et avant de refuser un nom, de faire des recherches et de mener des enquêtes, ainsi que de tenir compte des décisions de la haute commission de l'état civil et des tribunaux. Ensuite, je passe au troisième aspect, troisième stade, c'est le stade civique, à savoir les mouvements associatifs. Les organisations socioculturelles amazighes sont souvent victimes de la non-application de la loi en ce qui concerne le droit d'association et de réunion. De même que lorsqu'une association est légalisée, rien ne garantit qu'elle pourra organiser ses activités culturelles et de promotion de la mazérité. De nombreux militants subissent les basses besognes du Murzan par le biais d'intimidation, d'harcèlement, d'arrestation par le seul fait d'avoir revendiqué son identité. Quatrièmement, le stade médiatique. Les films en tamazight ne sont financés qu'à compte-gouttes par le Centre national de cinématographie et la Société nationale de radio-télévision et télévision, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ne finance que peu de films. Et la plupart des productions actuelles sont des productions privées. L'audiovisuel est concerné dans cette perspective. Il y a des efforts qui sont à noter, à savoir la création de la chaîne 8, chaîne Tamazight, même s'il vient après des années d'attente et d'atermoiement du ministre de la Communication, M. Nasseri, et son prédécesseur, pour manque de moyens. Donc, pour manque de moyens, en parenthèse, selon ce qui s'apparente à demander la lune. Comme si c'était de la charité qu'on demandait, alors... comme si c'était de la charité qu'on lui demandait, mais il ne savait pas que c'était un droit légitime d'être informé dans sa propre langue. Le traitement ne fut pas le même car différentiel quand il s'agit de lancer des chaînes arabophones. Là, en l'occurrence, les fonds sont facilement trouvables et prêts à être débloqués. Ensuite, cette chaîne n'est pas 100% amazigh, car dans le cahier des charges, il est indiqué que seulement 70% des programmes étant amazigh et 30% en arabe. Ces quotas ne sont pas inversement, ce quota n'est pas inversement applicable dans les autres chaînes qui n'ont pas cette obligation de diffuser 30% de vente amazigh. Je fais ma conclusion par une citation de Gandhi que j'ai trouvée sur internet et j'aime très bien. Gandhi dit: je ne veux pas que ma maison soit fermée de tous les côtés et que les fenêtres ne soient obstruées. Je veux que les cultures de tous les pays imprègnent ma maison, aussi librement que possible. Mais je refuse d'être emporté par l'une ou l'autre d'entre elles. Voilà, merci.